3. Celle-là, écoute, je vais te montrer peut-être 2-3 trucs de. Ah, j'ai un sagada ici aussi. Pas qui. C'est bête. Donc voilà, moi je suis Marc Biot, je suis médecin humanitaire, médecin qui a travaillé toute sa carrière jusqu'à présent avec Médecins sans frontières. Et donc la chance que j'ai eue, c'était qu'après mes études de médecine, j'ai pu partir en Afghanistan en première mission du temps des Moudjahidines en 89. Donc après, donc pour Médecins sans frontières, j'ai eu cette chance, j'étais à Bamiyan, au centre du pays, dans le Hazarajat, dans le pays des Hazaras, là où les fameux Bouddhas sont mondialement connus, c'était les plus grands Bouddhas au monde. Ils ont été hélas explosés dans les années 2000 par les talibans. Par contre, moi j'ai vécu pendant un an, 9 mois disons, à 200-300 mètres des Bouddhas dans la vallée de Bamiyan à 2000 mètres d'altitude. C'était magique. Différence d'explication. L'un dit que c'est les musulmans qui l'ont coupé. Plus que probablement, c'était un masque en or qui était au lieu des yeux. Qui a été volé du coup. Qui a été volé, détruit, tout ça. D'autres disent que c'est effectivement les musulmans qui ont voulu. Je ne sais pas, je ne connais pas l'histoire. Donc ça c'était 89, 90, 90. Après, je suis revenu en Afghanistan quand Kaboul était tombé donc, aux mains des Moudjahidines, aux mains de Massoud, en 92, 93, où j'ai pu effectivement donc, travailler pendant 18 mois au centre même de Kaboul lorsque la ville se faisait bombarder par les gens du Hezb Islami, et donc aveuglement des roquettes tombaient sur la ville. C'était entre 92 et 93. La ville était vidée, il y avait plus que, je crois, s'il y a plus que 500 000 habitants peut-être dans Kaboul à ce moment-là. Maintenant c'est une ville de plus de 4 millions d'habitants. Tous les autres avaient fui vers le Pakistan. Ça se bombardait, quoi. C'était une ville sous bombardement. Et ça, c'était sans doute entre deux bombardements. Regarde là, les bâtiments à gauche. Ah ouais. C'était vide, hein. La ville était vide. Hein. Il y avait 21 millions de gens, 400 000 habitants, sur 1 million à ce moment-là. Maintenant, il y a 4,4, 4,5. Et là, à tout moment, il y a une bombe qui peut arriver. Oui, à tout moment, ça pouvait venir de l'autre côté de la montagne. Ok. After 54 hours of wait, let's visit Afghanistan. La toute première fois en 89, ben écoute, on était à Peshawar au Pakistan et on devait naturellement passer à travers la contrebande des Moudjahidines. Donc on devait passer illégalement dans le pays, et donc à ce moment-là, donc il fallait attendre que la route soit safe, que la route nous permette de passer. Moi, j'ai pu partir pour la première fois. J'étais la première équipe motorisée. On avait 3 vieilles jeeps russes qui nous ont amenés donc à travers le pays, mais dans le pays Pashtun, Pakistan, où soudainement tu traverses le No Man's Land, tu traverses effectivement l'Afghanistan. J'ai dû attendre 3 mois par contre. J'ai dû attendre 3 mois. Pourquoi? Parce que donc, la voie n'était pas sécure. Ils ne contrôlaient pas, et donc ils devaient absolument être sûrs que la voie puisse être faisable. Donc on a dû traverser de nuit. On a traversé de nuit la frontière. On était totalement habillés comme d'Afghans. Moi j'avais un turban. Ma collègue féminine avait le tchador aussi pour ne pas être vue. Pendant ces 3 mois, j'ai pu apprendre la langue. Donc j'ai eu les rudiments du dari, le persan afghan, que j'ai appris, que je maîtrise plus ou moins bien, puisqu'après j'ai fait beaucoup de consultations comme médecin, et donc j'ai vraiment utilisé cette langue d'une façon assez courante. Et t'as une formation pour amputer encore une fois ou? Un petit livre. Un petit livre. C'est pas très difficile, il faut seulement arrêter l'hémorragie, et il faut couper d'une certaine façon le muscle qui reste, et voir que le muscle, l'os soit coupé 10 cm plus profond comme le muscle. Comme ça, tu peux faire un chapeau avec ton muscle autour de l'os. Easy. Ça, c'est des jerrycans, comme vous voyez, qui sont pleins de paracétamol, d'ampicilline, de machin, de bazar, tous les médicaments qu'on utilisait. Donc on avait vidé, on avait acheté plein de médicaments au Pakistan. Je les avais tous enlevés de blasters, donc des petits plastiques, et on avait mis ça dans des jerrycans. Jerrycans, pour alors les mettre dans des boîtes. Et les 3 pick-up dont je te parlais pour traverser l'Afghanistan, c'était plein de ces jerrycans, plein de médicaments. Tout ça en contrebande. Oui, non déclaré. Oui, c'est un pays en guerre, il n'y a pas de. En Stoumeni. Avec un turban. Elle est où? Ah oui, bah oui. À droite. Elle s'était déguisée en homme.
elle s'était déguisée en homme pour pouvoir passer. Et ça, c'est le Moudjahidine, tu vois, armé, qui était notre escorte. Et nous, on était entre eux, en train de rouler 3 jours de suite, 3 jours, 3 nuits. On a roulé vers Bamiyan. Enfin, la nuit, on logeait dans des chaykhona, dans des maisons de thé. Waouh. Tu vois, là, voilà, les pick-up, plein de médicaments. Et là, on avait un plus plein, naturellement. Donc voilà, Xiao, toi tu me dis que tu as traversé donc la frontière à Shirkhan Bandar, qui est effectivement à la Moudaria, entre la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan. Donc moi, Shirkhan Bandar, ça me rappelle des très très bons souvenirs. Voilà, il faut savoir, on est en hiver 92, au début 93. Et donc il y a eu une révolte au niveau du Tadjikistan. Il y avait à ce moment-là une guerre civile qui avait lieu. Et donc il y a eu plus ou moins une quarantaine de milliers de Tadjiks du Tadjikistan qui ont fui le Tadjikistan et qui se sont installés en Afghanistan. Une partie autour de la ville de Mazar, une partie autour de la ville de Kunduz, dans le désert le plus total en plein hiver, à du moins 10, moins 15, moins 20. Et donc, nous arrivons avec nos voitures. À ce moment-là, MSF avait quand même déjà des voitures, on avait déjà tout un arsenal, on avait des grosses équipes. Donc, on était bien mieux organisé que quelques années auparavant. Et on a pu, qu'est-ce que j'allais dire, on a donc pu arriver sur Shirkhan Bandar, puisqu'on avait entendu qu'il y avait des réfugiés quelque part, des réfugiés tadjiks dans le désert, en plein hiver, quelque part. Donc, qu'est-ce que tu fais à ce moment-là? Tu vas aller voir le commandant. Le commandant, qui est un commandant Hezb Islami, superbe turban noir, barbe fine, bien nettoyée, bien coupée, le mec avec des yeux qui tuent du regard. Et donc on est reçu par le commandant, parce que le commandant doit te donner l'autorisation de rentrer dans le village, et il doit aussi te dire ce qui se passe dans son village, et éventuellement s'il y a des réfugiés, oui ou non. Et donc je m'installe, j'en s'installe à l'Afghan sur les coussins, et je lui pose directement la question, commandant Saïp, est-ce que je peux savoir, y a-t-il des réfugiés dans votre village, où sont-ils, et nous voudrions les aider. Et alors il me regarde d'une façon sévère de son visage, et il me dit tout simplement la phrase que je n'oublierai moi-même non plus jamais, c'est tout simplement Pesh as Chai Khordan Jangnamesha. En Afghanistan, il y a un proverbe qui dit on ne fait pas la guerre avant d'avoir bu le thé. Donc on boit d'abord le thé et après seulement on fait la guerre. Donc buvons le thé, faisons nos connaissances, prenons le temps, prenons ce thé ensemble et après tu poseras tes questions. Et donc c'était superbe, c'était tout simplement, c'est une phrase assez connue en Afghanistan, en tout cas de ce temps-là, ça se disait beaucoup. Quand je le raconte maintenant à des Afghans, ils me sourient et ils me disent souvent oui, tu connais celle-là aussi, c'est une très belle phrase, mais et après, j'ai reçu les indications nécessaires pour rencontrer les Tadjiks réfugiés qui étaient en hiver dans le blizzard et qu'on a pu aider à ce moment-là à avoir des tentes, des abris, de l'eau, des toilettes, des latrines et des premiers secours médicaux. Ça, c'est le nouveau des camps de réfugiés Tadjiks, je crois. You Pashto ou Tadjik? Tadjik. Tadjik? Tadjik? Pashto? Pashto. Tadjik. Alors les différentes ethnies en Afghanistan, c'est une complexité monstre effectivement, et c'est un peu ce état tampon entre différentes zones d'influence, du sud et du nord, et de l'est et de l'ouest. Mais en gros, voilà, donc il y a les Pashtuns au sud, qui sont aussi en grande partie au nord du Pakistan, naturellement. Donc ce sont les Pashtuns, les fameux Pathans. En français. Alors aussi, il y a les Tadjiks qui sont un peu leurs grands compétiteurs pour le pouvoir, qui sont le peuple avec lequel ils sont souvent quand même en guerre, les Tadjiks. Alors, les Tadjiks sont des personophones, donc ils parlent le persan, dialecte afghan qu'on appelle Dari. Les Pashtuns parlent leur langue pashtun. Les Pashtuns restent très tribaux. Ils sont très claniques, quoi, les Pashtuns. Il y a les Pashtuns de Kandahar qui ne s'entendent pas directement avec les Pashtuns de Jalalabad, qui ne s'entendent pas du tout avec les Pashtuns de Khost. Mais donc ça reste le sud. Donc ça reste très clanique et c'est leur grande faiblesse, c'est leur clanicité, très traditionnelle aussi, qui explique aussi en partie quand même l'interprétation coranique et musulmane des talibans, qui reste basé sur un islam très traditionnel, mais basé sur le modèle même de l'islam vécu et par les traditions pashtunes. Et de nouveau, les Pashtuns de l'Est ne sont pas les mêmes que les Pashtuns de l'Ouest du pays, ni du Sud au Pakistan.
Alors, à côté des Tadjiks, donc les Tadjiks, ce sont les gens de la fameuse vallée du Panchir, hein, avec le commandant Massoud, qui a été assassiné au début des années 2000. Les Tadjiks se trouvent un peu partout et qui sont aussi une grande majorité à Kaboul, entre autres aussi. Mais c'est plutôt à l'est du pays que je dirais se trouvent les Tadjiks. Après, au centre, il y a les Hazaras. Alors, les Hazaras sont un peuple, je dirais, asiatique, centra-asiatique, qui parle le tadjik, donc le dari comme les Tadjiks, mais qui ont une particularité, donc ils ne sont pas indo-européens, ils sont donc d'origine asiatique, et ils sont aussi chiites. Et donc c'est pour ça qu'ils sont très mal vus, aussi bien par la plupart des Afghans, modernes ou anciens, parce que justement ils ne sont pas sunnites comme trois quarts des Afghans, et ils ne sont pas non plus indo-européens, principalement comme les gens de l'Est et du Sud du pays. Ils vivent aussi la partie la plus pauvre du pays, ils sont la plus centrale, la plus pauvre au niveau agriculture, et donc ils sont quand même souvent aussi un peuple qui a été très fortement déconsidéré, où il y a eu de l'esclavagisme aussi entre Afghans. Il y a eu clairement de l'esclavage et de l'usurpation du peuple Hazara par d'autres tribus afghanes. Alors il y a les Ouzbeks qui sont au nord, avec la grande capitale, le Mazar-e-Sharif, qui ont donc naturellement, qui sont vraiment très proches des Ouzbeks de l'Ouzbékistan. Un peu plus à l'ouest, il y a les Turkmènes, les mêmes Turkmènes que tu auras donc aussi au Turkménistan. Ce sont des peuples turco-mongols, qui ont donc des langues apparentées aux langues turques, donc comme tu trouveras même donc jusqu'en Turquie. Et alors effectivement, il y a encore d'autres petites tribus, je dirais, tout comme par exemple, il y a les Nouristani. Maintenant, les Nouristani, ils étaient très connus par plein d'ethnologues parce que c'était le seul peuple afghan qui, jusque avant les grandes guerres du XXe siècle, n'était pas islamisé. On a un peu idéalisé tout ça. Ils vivaient proche, si pas dans la vallée du Panchir. Donc c'était l'endroit aussi où les femmes n'étaient pas voilées, et donc ils ont été très fortement mal vus, ils ont été très fortement exclus de tout pouvoir et de toute possibilité, je dirais reconnaissance officielle dans le pays même, plutôt connus à travers les ethnologues que par les Afghans eux-mêmes, je dirais. Donc ce sont les Nouristani. Et puis, bon, à l'ouest du pays, il y a aussi de nouveau Herat, la grande ville Herat. Ce sont là aussi sont des Tadjiks, qui sont beaucoup plus apparentés déjà aux Iraniens. Hein. Donc, ils parlent le dari, je dirais donc le dialecte persan d'Afghanistan, mais déjà beaucoup plus influencé aussi par le persan de l'Iran, avec lequel ils sont voisins. So they're building this road, and this is the final tunnel. And it's a one way, so we have to wait till the stuff pass by, then we can pass. Le tunnel du Salang. Mais pour moi, le tunnel du Salang, naturellement, c'était la traversée du nord vers le sud vers le nord. Et j'ai un souvenir naturellement assez mémorable dans le temps. C'était aussi l'hiver 92-93. On avait à ce moment-là donc pas encore beaucoup de voitures Land Cruiser type MSF actuellement standard partout. Donc j'ai utilisé mon taxi avec mon chauffeur Wazir, avec qui je suis encore toujours très bon copain. Donc Wazir et moi repartons de Mazar. J'étais le chef de mission, donc je venais voir les projets au nord du pays, et je repris la voiture pour traverser le pays vers Kaboul. Et arrivé au Salang, qui est plus ou moins à 2700 mètres d'altitude, si je me rappelle bien, il y a une grande file de voitures, et on se fait prendre dans le tunnel, au fond, et on se fait bloquer dans le tunnel à partir de fin de l'après-midi, ou début de l'après-midi. Pourquoi on se fait prendre? Parce qu'il y a de l'autre côté du versant, donc du versant sud, il y a un blizzard qui bloque tout passage de voitures. À ce moment-là, il n'y a pas de voitures déneigeuses, il n'y a pas de système autoroutier. Hein. Donc le pays vient de se libérer du joug communiste, vient de se libérer de 10 ans de guerre contre les Russes, et donc il n'y a pas de système public qui fonctionne. Donc il faut attendre que le blizzard s'arrête, il faut attendre que quelqu'un vienne enlever la neige, les mètres de neige sur la route pour pouvoir avancer. Et donc on se fait bloquer dans le tunnel du Salang pendant toute une nuit.
À ce moment-là non plus, d'abord, déjà dans un tunnel, il y aurait une communication radio très difficile, mais à ce moment-là, on n'avait pas de système radio non plus, on n'avait pas de système cellulaire, rien du tout. Donc personne ne sait où j'étais arrivé. Donc la mission MSF était quand même commencé à se poser des questions. On a perdu les chefs de mission. Et moi, j'ai réussi donc à passer la nuit dans ce salang. Hélas, beaucoup d'Afghans, naturellement, avaient tous froid. Moi, j'avais froid aussi, mais j'avais interdit mon chauffeur à allumer le moteur parce que, naturellement, la pollution dans un tunnel, quand tu as un moteur qui tourne et quand tous les moteurs tournent sur un tunnel qui a quand même 7 km de long, ben, je veux dire, on s'intoxiquerait tous très facilement au CO et au CO2. Donc je ne voulais absolument pas qu'on allume notre moteur, mais beaucoup de gens faisaient ça, donc l'air devenait assez fortement irrespirable. Et derrière nous, il y avait un camion avec une bête toile, donc un camion bâché avec une bête toile. Et dans ce camion, dans le coffre, il y avait donc effectivement plusieurs femmes et des enfants qui étaient là, sans protection, à part une bête toile. Ils étaient dans la benne du camion. Donc ce que j'ai fait, je me suis présenté, j'ai dit que j'étais médecin étranger, et j'ai fait venir les femmes dans la voiture. C'est une grosse Volga, une grande vieille Volga russe, un taxi de Kaboul qui avait donc pas mal d'espace, et j'ai pu mettre 3-4 femmes derrière dans la voiture avec 2-3 enfants aussi, et ce qui nous a gardé chaud quelque part dans la voiture aussi pour passer la nuit. Et de ce fait aussi, j'ai protégé ces femmes quand même d'un froid impossible à 2700 mètres de latitude en mois de février. Donc j'ai pu effectivement garder la voiture chaud. J'ai pu aider ces femmes à passer une meilleure nuit quand même que dans un camion bâché. Et j'ai pu effectivement aussi, voilà, on a pu les sauver, je crois, grâce à ça. Et le lendemain, vers 3 heures de l'après-midi, je crois qu'il y a mon collègue qui est arrivé enfin avec une voiture avec des chaînes de neige qui est venu voir où on était et a pu nous aider à sortir de ce tunnel. De mon temps en 89, c'était des moins 20, moins 25 que j'ai eu. Ah ouais, à Bamiyan. À Bamiyan. Ouais. Et dans le tunnel, du coup, ce serait moins... Je crois que c'est de moins 10, sans doute, moins 5, moins 10. Ouais. When I travel, I like to see how people live. Would it be possible to go to your house tonight? Salam alaikum. Donc voilà, écoute, pour moi, le mot central de la culture, je dirais, iranienne, et donc persane comme telle, mais iranienne, afghane et le Pakistan, je trouve, c'est le Mehmon Nawazi, c'est-à-dire le culte de l'hospitalité. Et donc c'est vraiment proverbial. Tu rencontres quelqu'un, tu ne connais pas, tu vas lui dire sois mon hôte. Soit viens chez moi, dors chez moi, loge chez moi. C'est proverbial, c'est culturel. Chaque fois que tu rencontres quelqu'un que tu ne connais pas, ils sont intrigués, ils sont très curieux, ils aimeraient savoir d'où tu viens, qui es-tu, qu'est-ce que tu fais ici, qu'est-ce qui t'amène ici. Ils sont tellement curieux, ils vivent dans un petit village et donc, quelque part, ils veulent justement s'intéresser et par culture, par tradition, l'hospitalité est roi. Et donc, donc, il faut respecter ça. C'est très difficile, c'est parfois très très difficile et très très lourd de dire non, je ne peux pas. Et donc, tu te fais inviter pour le thé, tu te fais inviter pour loger quelque part. Naturellement, les gens doivent avoir l'occasion. Hein. Au Zarajat, c'est plus difficile parce que justement, les conditions ne sont pas là. Mais dans les grandes villes où là c'est plus moderne, ça sera de nouveau diminué. Mais dans les villages, dans les petites villes traditionnelles et des gens qui ont un peu de moyens, ils auront facilement l'occasion de te demander donc de rester chez eux, d'autant plus qu'il y a très peu de choses à faire en Afghanistan. Donc pour eux, ça agrémente leur soirée. Ils sont curieux par définition et donc aussi ils sont très intéressés de savoir ce que tu fais là et où est-ce que tu vas, qui es-tu. Donc pour eux aussi, c'est une sorte de passe-temps formidable où ils peuvent manger, ils peuvent te recevoir et pour eux, c'est proverbial. Alors, l'histoire que tu me racontes éventuellement que donc effectivement le Tadjik t'accepte dans sa maison m'étonne pas du tout. Par contre, qu'il va avertir le Taliban, il le fait sans doute par peur de se faire moucharder, d'avoir quelqu'un qui va dire, tu sais, ils ont fait rentrer un étranger, etc. dans leur maison. Donc ils ont une peur. Les Talibans règnent par la peur, ça c'est très clair. Et ce qui se passe aussi, c'est que quelque part, le Taliban vient te chercher et te sort de leur maison parce que le Taliban n'a pas confiance dans la population qu'il contrôle. Le
taliban, hélas, est souvent uniquement un Pashtun et donc il ne fait pas confiance ou il ne connaît pas le peuple tadjik ou les autres peuples du pays et il les considère comme des mécréants parce que pas bons musulmans, parce qu'ils ne suivent pas toutes les règles comme il faudrait selon leurs coutumes traditionnelles Pashtun. Et quelque part, c'est très triste de voir ça parce que par définition même, la culture afghane, c'est la culture de l'hospitalité et t'empêcher de pouvoir profiter de ces gens par méfiance, par manque de connaissances, par manque de respect des traditions non musulmanes, c'est une tradition non musulmane, il est clair qu'il tue petit à petit cette hospitalité proverbiale des Afghans. مافیا بیدار میشه با قانون شما فروز میکنه Afghanis pétain. Alors, comment chiller en Afghanistan? Donc là aussi, effectivement, écoute, tout dépend naturellement de quel temps, quel cadre spatio-culturel tu vis. Moi, de mon temps, donc là je parle des débuts des années 90, 90, ou alors, oui, donc je dirais de cette période-là, il n'y avait pas grand-chose à faire en Afghanistan, hein, on n'avait pas de radio, on n'avait rien, mais on se promenait dans les bazars. J'adorais, le vendredi, je travaillais 6 jours sur 7. Et le vendredi, j'avais mon congé, c'était mon dimanche, et donc je me promenais dans le bazar. Et je me promenais à l'Afghan et j'achetais un tapis, je buvais du thé, je parlais avec les gens. Et c'est pour ça l'avantage, mais l'importance d'avoir appris les rudiments de la langue à ce moment-là, dans notre passage au Pakistan avant de partir. Et donc voilà, on profitait du moment présent. On se faisait des amis, on se faisait inviter partout, la fameuse hospitalité afghane de nouveau. Ou alors, si on avait la chance, on allait voir le Kauk Jangi, qui est le combat des perdrix. Ça n'y avait pas tellement dans ma région, ou le Bouchkachi, que j'ai eu la chance de voir 2 fois dans ma vie. Le Bouchkachi, j'ai une très belle photo ici, c'est un combat, comme une sorte de polo, un combat c'est un combat de chevaux, dans lequel le cavalier essaye de prendre une chèvre morte, qui a été imbibée d'eau 1 ou 2 jours auparavant, et qui est par terre. Ils doivent essayer de prendre la chèvre, la caler entre leurs jambes et le cheval et l'amener vers le but adverse, dans lequel, sans se faire arracher la chèvre par l'équipe adverse. De ce moment-là, naturellement, vous pouvez vous imaginer que ça va vite, que ça va dur, des chevaux hyper nerveux, cravachés par leur cavalier, et dans lequel aussi tous les coups sont permis. Les autres cavaliers peuvent te faire arracher la chèvre, ils peuvent te cravacher ton cheval pour qu'il sursaute, que tu lâches la chèvre et qu'ils peuvent essayer de prendre la chèvre et l'amener dans l'autre camp. Par contre, donc, ce jeu-là actuellement, je crois, il reste interdit par les talibans, tout comme le Kauk Jangi, le combat des perdrix, parce que ce sont des jeux de paris. Et donc le pari est totalement interdit, le jeu est interdit par les talibans, et donc ça m'étonnerait qu'il y ait du Bouchkachi qui ait encore lieu actuellement en Afghanistan. C'était des bons cavaliers, hein? Et voilà, le gagnant, celui qui a gagné les honneurs, ou je crois, oui, lui. Donc voilà, sinon qu'est-ce que je faisais? Entre 2 bombardements, et là aussi à Kaboul, donc 92, 93, il y avait les bombardements de Kaboul qui étaient incessants, n'importe quel jour, n'importe quelle nuit. Donc c'était des roquettes qui étaient envoyées de l'autre côté du versant de la montagne qui entoure Kaboul et qui tombaient aveuglement sur la ville. Une ville donc partiellement, totalement déjà donc vidée puisque la population avait fui. Et entre 2 bombardements, le vendredi, on allait se promener et j'achetais un tapis où je buvais du thé. C'était la même chose, aussi bien à Babiane qu'à Kaboul. C'était souvent aller se promener au bazar pour rencontrer des gens, profiter de la ville et sortir de ces 4 murs. Ok. T'as pu jouer une sorte de pétanque où ils jettent les boules comme ça super fort? Non, je vois ce que c'est, mais non, je n'ai pas joué ça. Non? Non. Par contre, je louais un cheval et je faisais du cheval. Donc j'ai pu aussi à ce moment-là, c'était assez mémorable et c'était assez rare de faire des escapades hors de la ville parce on était les seuls médecins dans la région. Donc là je parle de nouveau de la période 89-90. Et donc on a pris 2-3 week-ends et on est allé alors sur les lacs de Bandi Amir au centre du pays, à 3000 mètres d'altitude plus ou moins. Et donc ces lacs-là sont de superbes lacs superposés, plus ou moins 7 lacs superposés, qui ont une sorte de barrage naturel par
des dépositions de calcaire qui forment barrage. Et dans chacun de ces lacs, il y a quelque part des algues différentes. Et donc ce sont des algues qui donnent des couleurs turquoise, bleu, bleu azur et autres. C'est superbe. Avec un ciel cristallin de la haute altitude. Et donc là, ben, écoute, on est une fois allé, on a passé une nuit ou deux là-bas et on a fait du cheval autour de ces lacs de Bandi Amir. Donc c'était magnifique. Exchanging my WhatsApp number with Jawad and the other Talibans. The people of Afghanistan and the government of Afghanistan is good. No problem. We are friendship with all over the world. Les talibans. Alors les talibans, écoute, moi j'ai pas tellement connu les talibans. J'ai été très heureux d'avoir connu l'Afghanistan avant les talibans. Donc j'ai été une fois lors du régime taliban, donc en 2022 j'étais en Afghanistan aussi, mais disons que je n'oserais pas, je ne pourrais pas en parler. Ou alors, oui, enfin, peut-être une anecdote. J'ai rencontré le ministre de la Santé des talibans ici à Genève en 2023. Pour justement donc discuter de certaines problématiques médicales avec le ministre, qui est un homme d'Ourouzgan et qui est un spécialiste urologue afghan, Pashtun, taliban, ministre de la Santé. Il a fait ses études où ça ou... Je ne pourrais pas savoir où il a fait ses études. Sans doute au Pakistan, plus que probablement au Pakistan. Oui. D'accord. C'était un spécialiste, un homme très, très cultivé, très fin. Et donc on devait négocier justement la facilité d'importation de tous les médicaments dont les programmes Médecins sans frontières ont besoin à travers l'Afghanistan. Et c'est assez sympa en ce sens qu'il restait très fortement formel, très fortement... Il représentait oui, le régime et son autorité médicale naturellement. Mais j'ai pu profiter de ma connaissance du pays à placer quelques mots en dari. Tout se passait en anglais, mais donc j'ai pu aussi lui raconter certaines anecdotes, pas des anecdotes, mais certains mots et certaines nuances dans la langue. Et je me rappelle qu'en terminant, il a promis de solutionner notre problème d'importation en terminant par sa phrase habituelle « Inch'Allah ». Inch'Allah, je réglerai votre problème d'importation. Et alors j'ai fait un jeu de mots en afghan, en lui regardant droit dans les yeux, en disant Inch'Allah ou Atman. Et Atman est justement le contraire d'Inch'Allah, c'est-à-dire for sure, sûrement. Donc Inch'Allah, c'est si Dieu le veut, Atman, c'est sûrement. Et je lui ai regardé en regardant Docteur Sahib, Inch'Allah ou Atman. Et alors, tu l'as vu sourire agréablement. Et il a compris que je connaissais son pays aussi. Et c'est une petite anecdote de rien du tout, mais ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'après le traducteur afghan-persan qui était anglais qui était dans le coin des traducteurs, est venu me saluer la main et il m'a dit « Monsieur, votre accent, j'adore votre accent. » Donc c'est peut-être ma seule rencontre avec les talibans que je peux raconter d'une façon plus personnelle. Par contre, oui, Kaboul, Kaboul est une ville toujours qui a été moderne comparée au reste du pays. C'est la ville aussi avec la faculté universitaire. Il y en a maintenant plusieurs aussi d'autres, je crois, à Herat et à Mazar-e-Sharif. Mais en gros, voilà, c'était une ville plus éduquée, c'est une population urbaine, éduquée, habituée à la ville. Et donc c'est vrai que là, il y a quand même une plus grande facilité pour que les femmes s'affirment et que les femmes se sentent moins oppressées et porteront le voile, mais ne porteront pas d'office la burqa. Mais tout dépend de là où elles viennent, quelle est leur famille, etc. Mais donc en gros, je dirais qu'il y a plus de liberté dans les villes en tout cas les villes non pashtunes, que dans les villages. Par contre, dans les villes comme Kandahar, donc les villes d'où sort le mouvement des talibans, il est clair que là, c'est encore très fortement cadenassé, je crois. Et d'ailleurs, mon épouse, Isabelle, quand elle a fait un travail d'épidémiologue dans les villages et autour des villages de Kandahar, elle a effectivement dû se voiler fortement et quelque part, elle a quand même rencontré pas mal de résistance chez les hommes, justement qu'elle osait se promener hors de ces quatre murs. Une des histoires aussi, c'est qu'à un certain moment, elle roulait
en voiture avec son traducteur, avec quelqu'un qui venait aider pour l'enquête épidémiologique dans la même voiture. Ils se sont fait arrêter par la police talibane. Et donc là, je parle de fin des années 90, début des années 2000, dans le premier régime taliban. Et une police talibane a arrêté la voiture et leur a sémonné fortement. Comment ça se fait? Je vous ai vu rigoler. Il y a une femme dans cette voiture. Qu'est-ce que fait cette femme dans votre voiture avec vous qui n'êtes pas de sa famille? Et comment est-ce possible que vous avez rigolé? Donc ce sont des réactions de la police des mœurs qui empêchent que des femmes qui ne sont pas accompagnées de leur mari ou d'un homme de leur famille, leur haram. Donc comment ça se fait que donc, ces femmes se trouvent dans des voitures avec des autres hommes, et surtout comment ça se fait qu'elles rigolent ou qu'elles sourient ou qu'elles soient, je dirais, en monde familial. Les femmes afghanes. Ça reste un mystère pour moi quelque part, parce que c'est vrai que quand j'étais comme médecin en Afghanistan, j'ai très peu pu traiter les femmes. C'est pour ça qu'on était chaque fois en équipe, hommes et femmes, pour l'un traiter les hommes, l'une traiter les femmes. Oui, enfin, j'ai pu être beaucoup plus proche d'une certaine Najiba. Je ne sais pas si elle est encore en vie, Najiba. En tout cas, j'ai mon cœur serré quand je pense à Najiba, qui était une petite Tadjik, de nouveau, ma première mission 89-90, c'était au début des années 90, où Najiba avait vu sa grand-mère marcher sur une mine et exploser. Elle a voulu secourir sa grand-mère, elle a marché elle-même sur une mine. Et on me l'a amenée toute ensanglantée. J'ai dû amputer sa jambe droite, mais j'ai jamais eu le courage d'amputer sa jambe gauche, qui était en lambeaux. Et j'ai traité Najiba pendant 2 mois et demi avant de pouvoir la transférer vers le Pakistan, où je crains, hélas, ils ont quand même dû l'amputer parce que je ne crois pas que c'était faisable, mais je n'avais pas le cœur à l'amputer moi-même. Mais pendant 2 mois, j'étais très proche de Najiba, qui avait peut-être 13 ans. Et là, j'ai pu, je dirais, pour la première fois, être très proche d'une jeune demoiselle qui avait 12-13 ans à ce moment-là, qui était ma patiente. Mais j'ai passé plusieurs heures par jour à nettoyer les plaies qu'elle avait, et on a tissé une certaine confiance et une certaine amitié. Si au début elle me voyait avec grande méfiance et peur, parce que de temps en temps elle avait quand même très mal, de notre côté après on était devenus frères et sœurs quasi. Donc c'était très beau. Par contre, les femmes, oui, non. Donc les femmes souffrent énormément en Afghanistan. C'est clair que pour le moment, elles ne peuvent plus aller à l'école. Elles ne peuvent plus aller à l'école. Elles ne peuvent plus étudier. Ça veut dire aussi qu'on interdit maintenant qu'il y ait des femmes infirmières. Et alors là, le dilemme extrême de ce pays, c'est qu'on empêche les femmes à être traitées par des médecins hommes, des infirmiers hommes. Il faut des infirmières ou des médecins femmes, mais par contre, on empêche que les filles puissent étudier, être éduquées et devenir infirmières ou médecins. Et donc, de là, l'impossibilité de ce régime, c'est qu'à terme, on n'aura plus rien pour traiter et soigner la gente féminine afghane. Et alors, je ne pense qu'à la médecine, mais il y a tant d'autres domaines dans lesquels on a besoin de femmes, ne fût-ce qu'au pouvoir, ne fût-ce que dans tous les métiers, et on empêche toutes ces femmes justement de se développer. Et c'est un drame total pour ce pays. Et donc, une des histoires que j'ai racontées ici, c'est il y a quelques années, il y a la fille d'un de mes gardiens avec qui j'étais resté en contact, qui m'a appelé sur le téléphone de son papa en me suppléant de l'aider, parce qu'elle avait elle avait continué à pouvoir faire l'école, elle avait 16 ans, et avec le nouveau verdict des talibans, on lui a interdit de continuer à étudier. Et donc elle pleurait au téléphone, elle m'a envoyé un message en me disant « Aide-moi, je sais que tu es, est-ce que tu peux m'aider à me trouver une école ?» Alors, on a essayé plusieurs choses à aider cette fille. Mais là, son papa, une des possibilités était de payer une madrasa privée, c'est-à-dire une école coranique privée. Mais c'est une école coranique, je dirais, officiellement. Par contre, à l'intérieur, on donne des cours généraux. Et on éduque les jeunes filles sous le couvert d'une école madrasa dans plein d'autres métiers ou dans plein d'autres connaissances.
Et donc j'avais espéré que son papa puisse l'amener là-bas. La fille, hélas, est dans un village, est à Bamiyan, au fond, donc loin de Kaboul. Le papa est à Kaboul et donc il n'a pas voulu faire venir sa fille. Alors une autre possibilité de voir comment ces filles puissent être éduquées online, donc en ligne. Et donc là, certaines filles peuvent suivre des cours online, mais vous pouvez vous imaginer que ce sont donc uniquement les gens qui ont des moyens, qui ont du Wi-Fi ou de 4G, 5G. Et donc il est très clair que ce n'est qu'une certaine tranche de la population qui peuvent faire ça. Et ça coûte très cher aussi de nouveau. Alors une dernière escapade, peut-être une petite histoire, si tu permets. Voilà, donc je suis en contact aussi avec une jeune dame qui travaille dans une organisation, qui travaille sur l'éducation des jeunes femmes à travers le monde. Et donc elles aident quelques Afghanes et quelques femmes pakistanaises et dans d'autres pays du monde aussi, je crois le Yémen, à bénéficier d'une éducation, je dirais, moderne. Et cette jeune femme m'a contacté. Elle savait que je connaissais un peu l'Afghanistan et elle voulait que je puisse aider à ce qu'une fille de 17-18 ans puisse partir vers le Pakistan et obtenir le visa pour le Portugal, parce que tout était réglé pour qu'elle puisse bénéficier d'une école secondaire et même donc universitaire au Portugal. Hélas, cette fille, donc le père était bénévolant, donc le père était d'accord que sa fille puisse étudier plus loin. C'était une fille de la région de Jalalabad, mais la famille était contre. Et donc la famille a promis la fille, contre le gré du père, à un oncle d'une quarantaine d'années, pour que la fille puisse à ce moment-là puisse rester dans le pays et qu'elle termine toute cette histoire, cette folie de vouloir étudier. Le père a pris sa fille un soir et l'a amenée au Pakistan. Ça a duré 2-3 mois avant que cette fille a pu obtenir finalement le visa portugais, qui était organisé par cette organisation qui s'occupe donc de l'éducation des femmes. Et je sais qu'actuellement elle est donc au Portugal en train d'étudier. Mais vous pouvez vous imaginer, donc le père aussi est parti au Pakistan amener sa fille. Il y est resté pendant 1 mois et demi, 2 mois. Après, il n'avait plus d'argent. Il a dû quitter avant que sa fille puisse avoir le visa. Mais la fille a maintenant eu le visa portugais, est suivi, payé par cette organisation qui supporte l'éducation des femmes à travers le monde. Mais vous pouvez vous imaginer dans quelle situation une jeune fille se trouve à devoir être mariée par un oncle, devoir fuir avec son père la nuit et devoir à ce moment-là donc demander 2-3 mois, pendant 2-3 mois attendre le verdict, aurais-je ou pas ce visa, et dans un pays étranger. Voilà, c'est tout simplement horrible et totalement incompréhensible pour nous, personnes du monde moderne. Question que j'en ai tirée de mon séjour en Afghanistan. Écoute, c'est la simplicité, mais surtout l'humilité. L'humilité qu'il faut avoir pour apprendre à connaître un peuple, pour apprendre à aimer un peuple. L'humilité d'apprendre la langue, d'apprendre les rudiments de la langue pour toi-même faire le pas vers eux. Et ne pas exiger qu'eux comprennent ton anglais, mais justement faire ce pas. Ça m'a aidé après dans nos parcours familiaux quand on a passé en Afrique et toi aussi. C'est que j'ai toujours essayé de faire un pas vers l'autre en apprenant les rudiments de la langue. Savoir dire bonjour, savoir dire c'est bon, savoir dire où vas-tu, savoir dire il fait chaud, il fait froid. Tous ces petits mots-là te permettent justement de montrer le respect pour la culture, pour les gens, de faire un effort, justement, un pas vers eux. Et cette humilité est très importante comme premier pas pour apprendre à aimer un peuple. J'ai profondément aimé, et j'aime profondément cet Afghanistan que maintenant je connais moins, qui s'est modernisé depuis que j'ai quitté. Mais la culture afghane, je l'adore, je l'aime, je la respecte énormément. Ça a été possible à travers une certaine humilité qui m'a permis d'aimer ce peuple et cette culture. Comment je vois l'Afghanistan en 10-20 ans, d'ici 10 à 20 ans? Écoute, tout ce que je peux espérer, c'est qu'il y ait la paix, qu'il y ait la liberté et que les femmes puissent être éduquées, que les femmes puissent retrouver une dignité, une acceptation dans la société. L'Afghanistan ne sera jamais un pays occidental. L'Afghanistan restera un pays traditionnel, un pays superbe au niveau
culture, je dirais, j'oserais dire effectivement culturel, est un pays superbe avec des superbes traditions, dont je parlais, l'hospitalité par exemple. J'adore l'humour afghan aussi. C'est très beau, c'est très chouette quand tu peux converser avec les gens. Ils adorent raconter plein d'histoires. C'est le pays des rumeurs aussi. Il y a plein de rumeurs qui se passent et qui circulent. Donc c'est un superbe pays, mais qui a énormément souffert ces derniers 45 ans. Hein. Donc depuis 1979, il y a la guerre. Il y a eu la guerre avec les Russes. Après, il y a eu la guerre entre eux. Puis il y a eu les talibans. Puis il y a eu... les talibans ont été chassés, puis il y a de nouveau les talibans. Maintenant, effectivement, la guerre est terminée, mais donc depuis entre 1979 et je dirais 2005, il y a quand même eu la guerre. Il y a eu encore une intervention américaine il y a quelques années aussi qui a créé pas mal de chaos. Donc c'est quand même un pays meurtri, c'est un pays qui doit se reconstruire. Mais hélas, on ne reconstruit pas un pays, je dirais, en gardant la moitié de sa population hors de l'école. Donc c'est naturellement pour moi le grand espoir, la paix, l'éducation pour tous et pour toutes. J'oserais effectivement dire un peu comme le cri des femmes iraniennes, Zan, Zendegi, Azadi, la femme, liberté, c'est la vie. Et donc j'espère et je prie que ce pays retrouve cette liberté à travers cette femme, leur femme, la paix, et qu'elle puisse être reconnue comme femme, comme afghane, dans toute la beauté de leur culture. Voilà, c'est ce que j'espère de ce pays. Alhamdulillah. Merci. Voilà. Mais écoute, Merci.